Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin? Bonsoir à tous et bonsoir à tous en direct sur Radio Rec pour l'émission Politiquement Incorrect. Ce soir avec moi, studio plein, avec Marc, Maxime et Romain qui était déjà là la semaine dernière et qui a décidé de revenir et l'on remercie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et gros vide derrière moi. Gros silence, Dave Weckel qui veut pas donner vraiment son groupe, mais pourtant on va commencer l'émission. Et alors émission qui sera découpée en deux comme de coutume. D'abord avec une chronique, puisqu'il est vraiment chaud ce Romain, chronique sur la crise énergétique qui marque le monde et la crise du pétrole, ça s'annonce bouillant. Romain, n'est-ce pas? En effet, c'est très, très mauvais, mais je ne sais pas si mon micro marche. J'espère. Allô? Voilà, bon bah. Les conditions un peu dantesques ce soir, en effet, un peu apocalyptiques et qui annoncent peut-être la situation que tu vas décrire. On essaie déjà de me censurer, tu vois. Si les conditions le permettent, et puis sinon on fera un communisme du micro, et puis voilà, tu partageras, évidemment, parce qu'on n'aura pas d'autre solution. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de la France-Afrique, puisque relancée par la guerre au Mali, la prise d'otages en Algérie notamment, qui est une de ses conséquences, et compagnie, toutes ces guerres qui se mènent depuis plus ou moins longtemps en Afrique, sont-elles finalement comme une annonce ou juste voilà une réminiscence de la France-Afrique? Revoilà donc la France-Afrique, c'est la question que l'on se posera au cours de la deuxième partie de cette émission. Dans ce silence de mort, dans ce silence apocalyptique, pardon, je te laisse, Romain, l'honneur de commencer et de te faire la main sur une chronique pétrolière et, comme je le disais un peu avant, apocalyptique parce que peut-être ce point de vue n'est-il pas le plus optimiste qui soit. Et bah non, en effet, je vais être un peu le monsieur crise de la radio, je vais avoir des chroniques parfois un peu pessimistes comme celle-là. Je sais pas si on m'entend bien. Peut-être essaye le micro d'à côté. Et puis si on peut peut-être retirer le fond musical. J'ai pas de retour de moi propre voix. Alors, il y a des conditions un peu particulières en effet. Alors, essaye peut-être le micro 4 s'il te plaît. Oui. Et là, il marche très bien, j'ai Oui, là l'impression. je t'entends. Ok. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Non, même pas. Je me mets sur celui-là du coup. Très bien. Ok. Bon. Et voilà, on se prépare un petit peu parce que voilà, Ouais, les conditions ont fait que l'on doit C'est bon. respecter, voilà. Mise Voilà. en place, prêt totalement pour cette chronique. Voilà, les papiers sont sortis, le discours est rodé. Et si tu peux baisser le volume là de. Le volume de. Bah j'ai encore en fond la aussi, hein. musique du jingle là. Très bien, bah Voilà. voilà. C'est bon, elle est partie parce que moi je ne l'ai pas en retour, c'est les miracles de la technique. Parce que ça fait tout de suite moins sérieux avec. Ouais, c'était beaucoup trop que gay vous pour expliquez. ma Ouais. chronique. Et bah le groove, Faut voilà. rester dans l'ambiance. Le groove s'est éteint et voilà, je vais annoncer. Bah, Romain va annoncer peut-être la fin d'un monde. Pourquoi pas, en tout cas le monde tel qu'on le connaît. Donc moi, comme j'ai dit, donc je voulais parler je suis intéressé par les crises qu'on est en train de traverser, parce que je pense qu'on traverse 4 crises actuellement. Une crise financière et économique, une crise écologique, une crise du sens ou des valeurs, enfin une sorte de décadence de notre société, et puis surtout une crise énergétique, et c'est de ça dont je veux parler de ce soir, parce que c'est une crise majeure et c'est la première chose qui m'a intéressé quand j'ai commencé à réfléchir à des sujets de société. Parce que nous traversons donc une crise énergétique. Alors, par énergétique, il faut comprendre que je parle du pétrole. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui le pétrole et le gaz, qui est relativement comparable au pétrole et qui subit les mêmes choses, représente 75% de notre énergie aujourd'hui. Donc on peut pratiquement regrouper l'énergie au pétrole. Car le pétrole donc est véritablement une base de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, même une base de notre société. Parce que comme on peut dire que
On a eu l'âge de pierre, l'âge du bronze, ce genre de choses. Aujourd'hui, on peut clairement dire qu'on est dans un âge du pétrole depuis 1900 environ, parce que véritablement c'est la base de notre société. C'est amusant de comparer les courbes de la démographie ou les courbes de la croissance économique actuelle avec la courbe de production de pétrole et de se rendre compte que les trois, les unes par-dessus les autres, c'est pratiquement les mêmes. Elles sont véritablement intimement liées. La production de pétrole aujourd'hui est vraiment la base sur laquelle on vit aujourd'hui. Alors, c'est bon, c'est pas forcément facile de s'en rendre compte quand c'est des grands chiffres mondiaux comme ça, mais il y a un test qui est un peu plus amusant à faire au niveau local. C'est de regarder un peu tous les objets qu'on a autour de soi. Et là, par exemple, dans le studio, je suis prêt à prendre le pari qu'il n'y a pas un seul objet autour de nous qui n'ait pas été fait soit à partir de pétrole, ou soit dont le processus de création n'a pas utilisé de pétrole. Véritablement, même le livre que tu touches Voilà, c'est pour ça. a été imprimé avec des machines qui fonctionnent donc Voilà. avec du pétrole, etc., ou avec de l'énergie faite à partir de pétrole. Véritablement, on est entouré aujourd'hui partout, les vêtements qu'on porte, etc., de pétrole. C'est vraiment à partir de ça qu'on vit. Un exemple qui est, j'allais dire amusant, c'est pas vraiment le mot, mais quand vous allez au supermarché pour acheter votre nourriture et que vous achetez une simple barquette de viande, il faut savoir que dans cette viande, il y a énormément de pétrole qui a été utilisé pour la produire. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, enfin l'éleveur plutôt, qui s'est occupé de cette viande, a utilisé donc du pétrole pour le système d'irrigation de son champ, a utilisé du pétrole pour faire fonctionner les différentes machines de son champ. L'emballage est fait à partir de produits plastiques qui est dérivé du pétrole. La viande a été transportée sur des milliers de kilomètres, qui fonctionnent à l'essence, des wagons qui sont réfrigérés, enfin bref, un paquet de choses. Quoi que vous achetiez aujourd'hui, même si c'est de la simple nourriture ou même si c'est l'eau qui coule de votre robinet, il y a du pétrole qui rentre en jeu dans sa conception. Aujourd'hui, pour une calorie consommée dans un aliment, il faut 10 calories d'énergie fossile pour la produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 1500 litres de pétrole par habitant par an pour le nourrir, pour un occidental. Donc c'est énorme. Il faut savoir aussi que les 2 tiers de la production de pétrole aujourd'hui sont utilisés pour le transport. C'est ça qui représente la plus grande utilisation de pétrole. Donc aujourd'hui, on est vraiment ultra dépendant du pétrole dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on achète. Et pourtant, la menace du pic pétrolier est là. Beaucoup d'auteurs en parlent. On ne sait pas trop quand elle aura lieu. On parle de 40 ans, mais c'est assez flou. Et finalement, il y a pas mal de problèmes qui se posent vu la dépendance que tu nous expliques là. Ouais, exactement, parce qu'on est extrêmement dépendant du pétrole. En plus de ça, on a une croissance exponentielle et qui est censée être infinie à tout jamais. On a une démographie qui est exponentielle. Donc évidemment, par association, on a de plus en plus besoin d'énergie et donc de pétrole. Donc à un moment, on a commencé à se poser les questions en se disant, peut-être que c'est pas infini. Qu'est-ce qui se passe? Et on nous a répondu, et dans le fond, c'est pas faux, que du pétrole, il en reste encore pour des dizaines d'années. Donc c'est formidable, on a encore plein de pétrole. C'est pas nous qui allons avoir le problème, c'est nos enfants ou nos petits-enfants, donc on s'en fiche, quoi. Mais le problème, en fait, vient pas de... C'est là que se situe la première confusion, et qui est très pratique pour les gens qui nous en parlent, c'est que le problème vient pas de la réserve du pétrole, mais de la capacité de production du pétrole. Et le problème de capacité de production de pétrole, il n'est pas dans 20 ans ou dans 30 ans, il est maintenant. Pourquoi? Alors il faut comprendre d'abord comment fonctionne un gisement de pétrole. Un gisement pétrolier, c'est pas un lac souterrain dans lequel on plonge une paille et on en tire tout ce qu'on veut. C'est des processus très compliqués parce qu'il faut réussir à extirper le pétrole d'une roche extrêmement compacte. C'est des processus extrêmement compliqués. Il y a une métaphore que j'aime bien pour en parler, qui est la métaphore d'un milkshake. Imaginez que vous achetez un milkshake, voilà, vous plongez, vous savez les milkshakes avec de la glace pilée dedans, plongez votre paille dedans, donc au début c'est super, et puis comme le milkshake est très bon, vous avez envie d'en manger encore plus vite, donc vous plongez d'autres pailles dans le milkshake, et donc vous êtes capable de boire de plus en plus de milkshake le plus rapidement possible. Et puis arrivé à la moitié du milkshake, vous commencez à entendre ce petit bruit de succion désagréable qui veut dire qu'il y a de moins en moins de milkshake au milieu des morceaux de glace. Bah, c'est un peu ce qui se passe. Et
vous pouvez rajouter autant de paille que vous voulez, vous n'aurez pas plus de milkshake parce que ce sera de plus en plus difficile de trouver un reste de milkshake entre les morceaux de glace. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec les gisements pétroliers, c'est-à-dire que arrivé au milieu de la réserve de pétrole, c'est-à-dire quand on a déjà consommé la moitié du gisement, ça devient beaucoup plus difficile de continuer à en extirper. Ça devient plus difficile techniquement, ça devient plus coûteux en argent, et ça devient aussi plus coûteux en énergie. Pourquoi ? Parce que quand on extrait de l'énergie, c'est pas comme quand on extrait de l'or. C'est-à-dire que l'extraction d'énergie, ça implique de fournir de l'énergie pour récupérer de l'énergie. Donc il y a un truc qui s'appelle le EROEI, qui est un terme anglais, mais qui en fait veut dire c'est un peu le retour sur investissement. C'est-à-dire, si j'utilise un baril de pétrole, bah, j'aimerais bien retrouver un peu plus d'un baril de pétrole à la sortie. Quand on a commencé l'exploitation des champs pétroliers, le EROEI était de 1 pour 30, c'est-à-dire qu'il fallait un baril de pétrole pour en récupérer 30. Donc c'était formidable. Faut savoir qu'aujourd'hui, on en est à un petit peu moins de 1 pour 3. Donc ça a fortement baissé. Et aujourd'hui, on est en train d'aller chercher du pétrole en Alaska. Il faut savoir qu'en Alaska, le EROEI est de 1 pour 1,5, voire 2 dans les meilleurs cas. Donc on sent que ça commence à être un peu La panique. un peu limite. Ouais. Et donc on sait maintenant qu'un gisement ça fonctionne comme ça et qu'il y a donc un pic de production pour chaque gisement qui se situe à peu près à la moitié et à partir duquel c'est beaucoup plus compliqué de choper du pétrole. Donc s'il y a un pic pour chaque gisement, bah, il y a un pic pour la somme des gisements, puisqu'ils s'accumulent tous. Et donc il y a un type qui s'appelle Monsieur Hubert et qui était géophysicien et qui en 1956 a dit d'après mes calculs, je pense que les États-Unis devraient atteindre leur pic de production en 1970. Donc évidemment, c'est le genre de déclaration qui plaît à personne, donc tout le monde s'est dit ouais, d'accord, pas de problème. On a oublié ce type-là et on l'a oublié jusqu'en 1970, le jour où les États-Unis ont atteint leur pic de production. Et justement, ce pic de production, il touche aussi le monde entier, et c'est là que ça nous inquiète plus fortement. Exactement, donc de la même façon que il y a un pic pour chaque gisement, il y a un pic pour chaque État, il y a évidemment un pic de production globale. Il est plus grave parce qu'évidemment, quand les États-Unis ont atteint leur pic de production, ils ont remplacé leur manque de production par des importations. Hein. Aujourd'hui, à ce moment-là, ils se sont mis à importer les 2 tiers de leur consommation de pétrole. Mais quand on atteint le pic au niveau mondial, on n'importe pas de pétrole de Mars. Il y a un manque et on ne peut pas le compenser avec d'autres planètes. Donc c'est en ça que c'est plus grave. Et les estimations du pic, elles sont plus compliquées parce que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, des facteurs géopolitiques. Donc c'est pas forcément simple. On peut pas, c'est pas le 21 décembre 2012. On peut pas avoir une date aussi précise. Les estimations, elles sont entre 2005-2010, donc déjà il y a quelques années, et au mieux, les estimations les plus optimistes nous donnent un pic en 2030. Et il faut savoir que ces estimations, elles sont faites par Total. Voilà, donc il y a un léger conflit d'intérêts quand c'est Total qui nous donne des estimations. Il faut savoir que les autres entreprises pétrolières comme BP, etc., eux disent qu'il n'y aura pas de pic. Voilà, je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais pour eux, ça continuera à l'infini. Parce qu'on sait tous que le pétrole est renouvelable et que voilà, ça n'a pas juste pris 150 millions d'années pour faire du pétrole et ça nous a pas juste pris 100 ans pour complètement le consommer. Donc voilà où on en est. Un autre truc, une autre donnée intéressante qui nous laisse penser que le pic est proche ou alors qu'on est déjà dedans, c'est que aux États-Unis, le pic de découverte des champs pétroliers a été atteint en 1930. C'est-à-dire qu'en 1930, on était en train de découvrir un maximum de champs pétroliers et à partir de ce moment-là, ça a commencé à décliner de la même façon que le pic pétrolier. Et 40 ans plus tard, donc on a eu en 1970 le pic de production pétrolière. Et donc il y a eu 40 ans d'écart entre les deux. Et il faut savoir que le pic de découverte mondiale a été découvert en 1964. Donc si on y rajoute 40 ans, on a un pic théorique en 2004. Donc ça évidemment c'est à prendre avec des pincettes parce que comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de facteurs. Mais un autre truc qui vient corroborer cette thèse c'est que
on remarque quand on regarde les courbes de production pétrolière que la production stagne depuis 2004. Donc on a un peu tous ces facteurs qui viennent ensemble et qui nous laissent à penser qu'on est en plein dedans, quoi. Alors, le fait de savoir si on est dans le pic ou si on est en train ou si c'est dans 2 ans, etc., c'est pas très important. La seule chose qui est sûre, c'est que au moment où la production de pétrole n'est plus suffisante pour notre consommation qui continue à être exponentielle, qui augmente fortement à mesure que la croissance augmente, etc. On pourra revenir plus tard sur l'intérêt et sur la bonne idée qu'est la croissance perpétuelle. Au moment où la production ne suffit plus à notre consommation, ce dont on peut être sûr, c'est que c'est mauvais, c'est pas bon. Parce qu'une fois qu'on a plus ce qu'il faut, on met le doigt dans une sorte d'engrenage en fait. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une sorte d'enchaînement. Donc on va avoir une montée des prix du baril de pétrole. Comme je vous ai expliqué plus tôt que le pétrole était utilisé absolument partout, donc on va avoir une montée des prix de relativement tout. Une fermeture des entreprises qui n'ont plus assez d'argent pour acheter leurs ressources, du chômage. C'est important de remarquer que la courbe du chômage suit exactement la courbe des prix du pétrole à 3 ans de décalage. Encore une fois, c'est amusant de noter à quel point c'est lié. Voilà, donc chômage, on va avoir des phénomènes économiques importants. J'en reparlerai si je fais une autre chronique sur la crise économique et on verra à quel point les deux sont liés. Voilà, donc s'ensuit une crise alimentaire, une crise sociale, une crise sanitaire parce qu'on est dans une société immédiate où les supermarchés n'ont pas de stock, tout est en flux tendu. Donc à partir du moment où au bout de la chaîne il y a un problème, bah ça s'enchaîne, le doigt est dans l'engrenage quoi, ça s'enchaîne très vite sur les autres secteurs de la chaîne. C'est en domino, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et face à ces dominos, peut-être a-t-on la solution des énergies non renouvelables qui sont tant mises en avant et pas forcément mises en application? Bah forcément, parce que quand des gars ont commencé à parler de ça, et qui, bon, alors on n'en parle pas énormément, mais bon, des fois on entend quelques rumeurs, etc. Évidemment, ça plaît pas trop aux actionnaires du secteur pétrolier. Ça me fait penser à une anecdote. British Petroleum, donc BP, avait donc entendu parler de ce pic et avait voulu, pour faire bien, changer le nom. Au lieu d'être British Petroleum, pardon, il voulait s'appeler Beyond Petroleum, donc c'est-à-dire au-delà du pétrole, genre voilà, qu'est-ce qu'on va faire après. Et au moment où ils ont changé de nom, il y a eu un tollé des actionnaires, ils ont perdu énormément ils ont perdu énormément d'actions, tout le monde s'est mis à vendre et ils ont tout de suite rechangé à British Petroleum. Donc ce sujet, on l'aime pas trop quoi. On aime penser que ça continuera toujours à l'infini. On veut pas imaginer qu'il puisse y avoir une fin. Donc on s'est mis à parler des énergies renouvelables. Ça c'est pas mal aussi. Je vais pas spoiler, mais je vais être assez pessimiste là-dessus. Désolé. Je vais pas toutes les citer. Il y en a plein, mais je peux. Si vous avez des questions, je serais agréable de toutes les démonter pour vous. On peut prendre par exemple tout ce qui va être éolien, solaire, nucléaire, toutes ces trucs, toutes ces énergies géniales qui servent à produire de l'électricité. Parce que l'électricité en fait elle est minime dans l'utilisation de la production de pétrole. C'est-à-dire que comme j'ai expliqué plus tôt, le pétrole c'est 75% pour les transports, pour d'autres choses, et à 4-5% pour l'électricité, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Donc à tous les gens qui brandissent les éoliennes et les panneaux solaires, ça ne servira à rien parce que même si on arrive à remplacer toute la production électrique, au final on aura réglé 3% du problème ou 4% du problème, donc rien au final. En plus, toutes ces énergies ont toutes des problèmes, énormément de problèmes chacune. On a les éoliennes qui ne fonctionnent qu'en moyenne 20 à 30% du temps. On a les panneaux solaires qui sont faits à partir d'éléments non recyclables et qui sont eux aussi en voie de disparition, comme le silicium. On a les centrales nucléaires qui coûtent extrêmement cher. On sait toujours pas quoi faire des déchets nucléaires. Enfin, bref, pour celle-ci, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment inutile parce que non seulement c'est des énergies qui ont énormément d'inconvénients, mais en plus ça ne sert qu'à résoudre 3% du problème. Pour ce qui peut produire de l'essence, on a le charbon et on a la biomasse. Donc le charbon, c'est amusant de voir d'ailleurs que l'Allemagne, dans son projet de réduction de l'énergie nucléaire, est en train de revenir au charbon.
Il faut se rendre compte que le charbon, c'est 1910, quoi. C'est extrêmement polluant et c'est véritablement un gros retour en arrière. Quand on regarde les courbes de production, on voit que le charbon est en train de remonter. En plus, le charbon, ça a un rendement énergétique véritablement nul par rapport à celui du pétrole. Le charbon n'est pas non plus une solution, et le charbon va aussi toucher un pic. Je veux dire, c'est la même chose, c'est une énergie fossile. C'est juste décaler le problème un tout petit peu, quoi, essayer de grappiller un tout petit peu. Et concernant la biomasse, le rendement est pas top non plus, mais c'est surtout que aujourd'hui on manque déjà d'art cultivable pour nourrir toute la démographie exponentielle et les 7 milliards d'habitants et bientôt 8 ou je ne sais pas combien, bientôt 10 dans 20 ans, truc du genre. Donc on a déjà plus de place pour nourrir les gens. On ne peut pas faire d'autres champs juste pour créer de l'énergie, sachant que le rendement est relativement nul et qu'il faut des hectares et des hectares pour produire un petit peu de pétrole. Donc dans la biomasse, il n'y a pas non plus d'avenir, ou alors vraiment pour remplacer quelques pourcentages, quelques pourcents, pardon. Donc c'est vraiment juste une question de décalage un petit peu du problème en amenant d'autres. Pareil pour les gaz de schiste, c'est une catastrophe au niveau de l'eau et de la pollution, le rendement est très mauvais. Enfin, chaque énergie renouvelable, au final, on nous la présente comme un truc merveilleux, mais vraiment dans le fond, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. C'est vraiment renouvelable le gaz de schiste? Non, le gaz de schiste non plus, mais enfin, énergie renouvelable, en fait, on veut dire... de substitution, ouais, quoi. voilà, c'est un peu de remplacement, quoi. Gaz de schiste, c'est pareil, mais en plus, c'est largement pire que le pétrole, et pourtant, on nous annonce qu'on est assis sur une mine d'or, une richesse incroyable, enfin... Mais c'est l'extraction qui pollue ou c'est le gaz en soi qui Non, pollue? c'est l'extraction, pourquoi? Parce que l'extraction, déjà, elle utilise énormément d'eau, Ah oui, donc, d'accord. bon, je vais pas refaire un truc, mais on manque aussi d'eau, donc Oui, c'est bien sûr. remplacer un problème par un autre. Et c'est extrêmement polluant, c'est vraiment extrêmement polluant, ça pollue les nappes phréatiques, etc. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Et en plus, le rendement est très très mauvais. Donc, Ouais. on est, je vous parlais de ERO, EI, là, il est pratiquement de 1 pour 1. Donc, il y a un moment, ça ne sert à rien, quoi. Ouais, bah oui. Et puis voilà, en fait, le problème, je pense, c'est qu'on a un peu cette confiance aveugle dans la technologie. On dit on a qu'à qu'à trouver de l'hydrogène, on a qu'à faire des trucs, à utiliser le soleil ou je sais pas quoi. Faut savoir que la technologie, c'est pas une source d'énergie, ça peut nous permettre de faire des trucs un peu mieux, mais ça ne crée pas de source d'énergie. Donc évidemment, on peut miser sur la chance et espérer qu'on trouve une superbe source d'énergie dans les années qui viennent, un truc vraiment formidable, ou que des aliens débarquent pour nous apporter un truc superbe. Mais même dans ce cas-là, j'ai envie de dire que ça marcherait pas parce qu'il est un peu trop tard. Faut imaginer une révolution énergétique aujourd'hui, le temps que ça prendrait, quoi, pour changer tous nos moyens de locomotion, toutes nos machines pour qu'elles fonctionnent avec des nouvelles énergies. Ça prend des décennies, ça coûte énormément d'argent. Et surtout, il faut toute la bonne volonté du monde, des gens qui nous dirigent. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui, je trouve. Enfin, je pense que aujourd'hui, on s'en fiche. Il y a plein de déclarations de grands dirigeants qui sont assez affligeantes sur ce côté-là, qui montrent bien que voilà, le but, c'est on fait du profit, même si ça dure 10 secondes, on aura fait un peu de profit, on verra plus tard pour la suite, quoi. Donc voilà un peu où on en est. On est dans une société donc qui dépend extrêmement du pétrole, et extrêmement, là le mot prend tout son sens parce que véritablement on est basé là-dessus, c'est-à-dire que c'est véritablement le sang de notre société. C'est tout ce qui nous entoure. On sait que là, dans très peu de temps, la production va plus suffire pour suivre la croissance. On sait que si c'est le cas, les répercussions vont être catastrophiques, comme j'ai expliqué. Et aujourd'hui, clairement, on n'a aucune solution pour y pallier. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je veux pas faire de pronostic parce qu'évidemment je peux pas dire, ça se trouve demain on trouvera une formidable technique, je suis pas prophète, mais voilà, aujourd'hui la situation est quand même assez catastrophique, quoi. Messieurs Marc et Maxime, qu'avez-vous à répondre à cette chronique bien noire à la couleur de la matière finalement? Marc, peut-être pour commencer, Oui. en chemise noire. Du Oui, coup. justement, je savais pas. Non, bah du coup, je devais revenir en voiture. Je crois que je vais revenir à pied maintenant. Je vais essayer de faire quelques économies. Tu vas t'habituer. Je vais essayer de m'habiller. Jusqu'à mot. Je vais essayer de m'habituer quand même. Bon, on verra bien. Mais bon, c'est vrai qu'on en a dans un point maintenant où c'est tellement développé. Je dirais pas qu'on est construit comme ça. On s'est construit comme ça avec le pétrole. Bon, après, évidemment, c'est ce que tu as voulu dire, mais c'est juste une question de style. Voilà. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressé au départ, alors évidemment, je connais pas la question autant que Romain. J'ai lu quelques trucs, mais vraiment, ça reste bas.
Et alors, moi, ce que j'avais retenu, en fait, je me suis dit pourquoi le pétrole et pourquoi cette énergie au lieu, voilà, justement du charbon, tout, etc. Parce qu'au final, on sait très bien que ce sont des énergies qui vont disparaître. Et alors, moi, dans ce que j'ai lu, et je citerai Pierre Zelenko sur la question, mais après, vraiment, ça reste peut-être un petit peu dans un milieu universitaire, bah, c'est quelque chose qui s'extrait facilement, qui se stocke facilement, qui aussi se transforme facilement et qui, bah, au niveau des rendements énergétiques, c'est quand même enfin, c'était très bon. Alors, moi, ma question, ça serait, Non, mais voilà, ça l'est toujours. voilà, ça l'est toujours, mais on voit que ça va être en déclin. Donc voilà, c'est évidemment qu'on est dans une spirale de déclin d'énergie énergétique sur la question du pétrole. On peut parler comme ça. Sauf qu'évidemment, voilà, au départ c'était très bon, c'est devenu moins bon, mais on a fait ce choix rationnellement au départ parce qu'on pensait, voilà, comme tu dis avec la métaphore du Michec qui est très pertinente, voilà, on en a planté, on a vu qu'il y en avait plein, puis on a pris. Et, et voilà une dernière remarque après sur la question voilà, des énergies de substitution pourrait-on dire, parce que voilà, de renouvelables c'est un petit peu difficile de parler de ça là-dessus. Déjà ça coûte beaucoup d'argent, même voilà, de remettre, déjà voilà, mais économiquement c'est pas vraiment ça. Et moi, il y a une étude qui a été faite, en gros, à Sydney. À Sydney, alors, je sais pas si vous savez, mais Sydney est quand même posé sur une couche de charbon. En gros, dans les années quaternaires, etc., dans dans les couches géologiques, en fait, c'est des anciennes, de la végétation qui s'est accumulée, qui a été réduite à néant, etc. Et puis donc, du coup, en fait, Sydney, c'est vraiment assis sur des plaques géologiques où, au milieu, évidemment, où c'est bien dur d'aller le chercher, bah, il y a du charbon. Et là, en fait, on voit que ces énergies qui essayent justement de la substitution et on essaye d'étudier ça, et ben ça ravage des trucs, quoi. On fait péter à la dynamite toutes les couches, etc. C'est-à-dire que, en fait, toute technique d'extraction, maintenant, vu qu'on est devenu dépendant de ces matières-là, et ben, même si géophysiquement on a un site propice à avoir de l'énergie, au final, voilà, sans prendre un discours écologique, on voit très bien que ça peut pas fonctionner, quoi, durablement, quoi. Hmm, c'est un truc qu'on voit aux États-Unis d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit, ils ont longtemps été un des plus grands importateurs de pétrole. Aujourd'hui, c'est un peu en voie de changer, parce que ça devient tellement compliqué ils se remettent à puiser du pétrole sur leur propre Mm. sol, et en utilisant donc les sables bitumineux, donc en utilisant une technique qui est une des plus coûteuses, non seulement au sens de l'argent, mais aussi pour l'environnement. Mm. Parce que voilà, c'est un peu le même genre d'idée, c'est enfiler un gros bâton de dynamite sous terre, tout faire Ouais. péter et récupérer des mini-gouttes. Enfin, c'est un rendement nul, c'est Mm. catastrophique. Ouais, Et ouais, c'est un peu là qu'on en est aujourd'hui, quoi. c'est ça le problème. Maxime, pour réagir à cette chronique? Ouais, bah, Parce ce que tu sera as juste beaucoup griffonné, oui. des petites réactions. Oui, bah évidemment, parce que ça fait partie des sujets aussi qui m'ont intéressé à un moment donné. Alors, j'ai évidemment pas creusé à ce point-là. Et donc, justement, l'intérêt, je trouve, là, de cet exposé de Romain, c'est justement de remettre un peu de sérieux dans des questions qui sont un petit peu trop fantasmées. La question des crises énergétiques, il y a le cinéma hollywoodien qui aussi est là pour récupérer ça. Quand on parle dans les discussions comme ça, un peu de tous les jours, tu te rends compte que bah, si t'as pas justement des chiffres ou des éléments sérieux comme ceux que vient de nous annoncer Romain, bah il y a très vite une espèce de suspicion et parce que quelque part en fait c'est effectivement si on prend ça au sérieux, c'est catastrophique. On est vraiment dans une situation qui est catastrophique. Donc bah les gens ont un petit peu de mal, je crois, à réaliser ça. Donc déjà, voilà, première remarque, c'est bien de remettre un peu de sérieux dans un truc qui est un peu trop fantasmé. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs les prédictions un peu de Malthus, alors je sais plus exactement, c'était Mm. avant la révolution 19e. industrielle justement, voilà, 19e. qui expliquait que l'augmentation de la population allait poser un problème à un moment donné par rapport à l'alimentation, etc. Et donc on en a parlé un petit peu à la fac, un petit peu pour le décrédibiliser en disant bah vous voyez, il s'est complètement gouré et tout ça. Mais alors, je crois qu'en fait, moi, mon avis, c'est que son raisonnement de base était fondé, était juste. C'est juste qu'il n'avait pas anticipé justement la révolution industrielle qui allait augmenter la productivité, etc., etc. Donc, il n'avait pas calculé ça. Ça a été ça son erreur. Mais dans le fond, ce qui est dommage, c'est que du coup, on balaye tout son raisonnement. Et or, aujourd'hui, ces théories reviennent d'actualité. Donc, justement, soit, c'est ce que disait Romain, alors. Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre forme de révolution industrielle? Alors tu parlais des Martiens, je sais pas, enfin est-ce que des extraterrestres viendraient ou est-ce qu'on va découvrir une nouvelle énergie? Enfin en tout cas, rien ne le dit pour l'instant.
Et donc c'est aussi une manière de montrer que, que le modèle économique qui fonde aujourd'hui nos sociétés est complètement délirant, quoi, qui touche à un moment donné ses limites. Cette idée de croissance infinie, etc. Enfin, on voit bien qu'à un moment donné, c'est pas raisonnable. Comment pourrait-on avoir une croissance illimitée avec des ressources qui, elles, sont limitées? C'est tout le truc, en fait, pour conclure, c'est un peu ça. C'est comment est-ce qu'on pourrait avoir une croissance illimitée avec des ressources qui, elles, sont... voilà, ont mis Avec un des développement, millénaires pour se constituer, etc. Et nous, voilà, je sais plus, tu disais, en 100 ans, on a déjà tout expulsé. Et là... je peux pas m'empêcher, moi, de relier ça à... Bah, remarque ce que tu disais, la crise du sens. Toi, tu disais qu'il y avait plusieurs crises. Moi, je dirais que la crise du sens, c'est un peu la cause des causes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. À mon avis, toutes les autres crises découlent de cette crise-là, c'est-à-dire la crise du sens. Et là, si on pousse un peu le raisonnement et qu'on essaie d'analyser ça d'un point de vue... voilà, d'un point de vue, je sais pas comment dire ça, presque métaphysique, quoi. C'est-à-dire, mais on est vraiment là dans une situation où l'être humain, par débilité, est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, quoi. Ouais, complètement. C'est un truc qui est... Et effectivement, là, on est vraiment dans la crise du sens. Donc... C'est pour ça que moi, ça m'est arrivé de lire des livres qui finissaient très optimistiquement, enfin de façon très optimiste, et c'est d'un mec qui va dire que voilà, il faut revenir à une sorte de décroissance et revenir à un truc plus simple. Moi, c'est en ça que j'y crois pas, c'est parce que c'est notre système qui a provoqué ça, et on va pas revenir à un système plus sage aujourd'hui, alors qu'on est voilà vraiment dans un système débile. Bah, du coup, je crois que ouais, c'est un peu ça aussi qui a. Là, on peut peut-être parler un peu du survivalisme, où effectivement, bah, c'est un courant dont les principaux acteurs, en gros, ils prônent l'idée qu'il faut revenir. De toute façon, on n'a pas à attendre des institutions un changement, puisque ce sont précisément elles qui nous ont foutus dans cette merde. Donc voilà, on va pas appeler le. Je veux dire, là, c'est le pompier pyromane, quoi. On va pas leur demander de l'aide alors que ce sont eux qui sont responsables de nos problèmes. Et donc la solution, ce serait? Bah alors oui, eux, ce qu'ils proposent, c'est en fait un espèce de individuellement, disons, à l'échelle individuelle, une réacquisition, une réappropriation de son autonomie, donc de se rendre autonome d'un point de vue, par exemple, des ressources, de se démerder pour avoir un accès à l'eau, de pouvoir aussi acquérir certains savoir-faire qui nous permettent de nous émanciper et de nous libérer de certaines dépendances. Donc ça peut être par exemple certaines techniques artisanales, savoir faire son pain, savoir réparer, je sais pas, sa plomberie, savoir construire sa maison, ce genre de choses. Savoir se défendre, quelques techniques de base médicale enfin voilà, en fait savoir vivre dans un milieu hostile. C'est-à-dire voilà, en fait, quelque part revenir à quelque chose, à une espèce d'économie à échelle humaine, pour voilà, se préparer au changement d'un monde, parce que ouais, effectivement, moi je suis comme Romain convaincu que à un moment donné, le monde dans lequel on vit, et ça je l'ai souvent répété à cette émission, c'est que tout ça va changer, tout ça va basculer. Il ne s'agit pas d'apocalypse comme nous le montre Hollywood, mais voilà, la fin d'un monde, et que puisque les politiques ne sont pas suffisamment courageux pour enclencher le pas et pour prendre acte de cette situation, pour gentiment mais sûrement nous ramener sur le rail, non, ils continuent, voilà, on nous explique que ils sont prêts à faire exploser un sol, à détruire peut-être tout un écosystème juste pour récupérer quelques gouttes de pétrole, ce qui est encore un truc débile. Donc n'attendons rien de ces gens-là, il faut s'en sortir par le bas, quoi. Voilà. Mais ça ne réglera pas finalement le problème, sauf si tout le monde s'y met. En tout cas, peut-être qu'à notre échelle individuelle, ça pourra nous permettre d'éviter de minimiser les effets de cette crise, quoi. Très bien, donc c'est un problème global, réponse locale. Il n'y a plus le choix. Plus personne nous représente. Voilà. Pour faire une transition, on appellera une petite pause musicale pour se reposer légèrement, et nous reviendrons très bientôt, dans 3 minutes exactement, pour parler de la France-Afrique dans l'actualité, avec notamment la crise du Mali. De retour dans Politiquement Incorrect, avec moi toujours sur ce plateau, Marc, Maxime et Romain, recrues de dernière minute, et en tant que présentateur, moi-même, Hugo. Nous avons parlé en première partie, de la crise du pétrole, et nous allons parler tout à fait de la crise du Mali, autre crise
autre cause, autre conséquence, mais peut-être un lien évident dans les causes de cette guerre. Nous le verrons avec mes experts. Et la première question qui se pose, c'est est-ce que cette crise est légitime? Est-ce que l'intervention, plus exactement de la France au Mali, dans le cadre de cette guerre contre le djihadisme, contre le terrorisme, dit-on, est légitime, Marc? Alors, c'est une question difficile parce que d'un point de vue de droit, l'ONU autorise, donc elle est légitime. Donc c'est légal. C'est légal. Après, ça veut pas dire que c'est légitime, justement. C'est ma Distinction qu'a fait Sartre, justement, ça c'est important de la faire, celle-ci. Et pas que ça. Pas que Sartre, mais en tout cas, il l'avait beaucoup développé. Donc, le seul souci, c'est que, comme j'avais déjà expliqué, il y a tout ce problème de, voilà, on peut parler du coup d'une France-Afrique dans cette intervention de la France, voilà, notamment pour certains intérêts qu'elle a. C'est-à-dire que je pense que l'opposition qui est présente depuis maintenant les années 60, comme je l'avais déjà montré, elle était déjà présente. Il y avait quand même des raids qui étaient faits par les Touaregs à l'époque aussi. Et voilà, c'est juste l'élément islamiste qui maintenant fait énormément vendre dans la mesure où le terrorisme c'est l'islamisme maintenant. Et donc du coup, en fait, on attaque du coup le terrorisme alors qu'en fait, évidemment, l'opposition était greffée au départ, comme le montre Lugan, bien entre des Touaregs et des agriculteurs sédentaires. Et les Touaregs, 20% de la population qui n'ont pas pu avoir le gouvernement, ils voulaient avoir un gouvernement séparé, on n'a pas tenu compte de ça. Du coup, ils ont profité, le AQMI et d'autres, évidemment, de se greffer là-dessus, en étant des éléments faibles en nombre. Et du coup, ça a fait ce qui s'est passé. Donc, évidemment que moi, tirons les conséquences, c'est-à-dire que l'Europe et l'Occident a fait ces putains de frontières, excusez-moi du mot, mais en 84, on voit que ça n'a pas marché, on prend pas la réalité ethnique en compte, etc. Ça fait des conflits. Et maintenant, évidemment, la France-Afrique, toujours présente, n'a jamais été annihilée. Faut arrêter de se leurrer. Et donc moi je dis qu'elle n'est en rien légitime puisqu'elle revêt entre guillemets, elle se sert d'éléments de guerre qui étaient déjà présents depuis bien avant. Et pour en fait affirmer sa suprématie encore sur le pays, et le cas est identique dans d'autres pays, bien évidemment. Mais il n'y avait peut-être pas le cas du djihad à l'époque, tu parles des années 60. Je parle des années 60, date à laquelle le conflit est scellé entre les Touaregs et les agriculteurs sédentaires, puisque on laisse le gouvernement, on laisse la démocratie. Donc évidemment la majorité des agriculteurs sédentaires prennent le pouvoir par la démocratie. Les blancs du Nord, comme on les appelait, eh bien ne veulent pas être inféodés aux Noirs du Sud qui étaient leurs anciens ennemis. Et maintenant on en arrive à des situations où, profitant, étant les victimes de la démocratisation du pays, les Touaregs les AQMI et les éléments islamistes, musulmans se sont greffés sur les Touaregs, et ce qui amène des conflits. C'est ça que je veux dire. Donc évidemment, et je te dis que en tout cas ce qui concerne le djihad, le terrorisme, et même l'islamisme, c'est difficile à définir, bien évidemment, de parler de ça. Mais c'était présent bien avant, et les attaques, il y en a eu bien avant, sauf que là, il y a eu une offensive qui a été faite. Mais bon, tirons les leçons de ces frontières qui est occidentales et qui n'ont pas pris les réalités ethniques africaines en compte. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Avant de passer la parole à Maxime, je voudrais peut-être souligner quand même quelque chose, que l'accord entre Touareg et les éléments islamistes ne sont pas unilatéraux, et bien sûr, tous les Touaregs ne sont pas alliés. Ils se sont fait avoir. Je veux dire, les Touaregs ont été peu à peu dévorés par les islamistes. Alors évidemment, ce qui est difficile dans le cas des Touaregs, c'est qu'il y a plusieurs populations Touaregs, plusieurs cas. Et c'est ça le problème. Mais je veux dire, toute la base, et moi je défends cette idée, c'est que la base remonte à ces frontières qui ont été mal faites. Il y a qu'à regarder. C'est des tracements à la règle. C'est des découpages à la règle que l'Occident a fait, sans prendre en compte. Avant, c'était très difficile de définir les frontières. À l'époque, on avait des frontières complètement il n'y en avait pas malléables. Ça prenait forme de pommes de terre, Burkina Faso, le problème, etc. c'est peut-être justement la domination des Occidentaux sur les qui justement a conduit à ce découpage subi. C'est cette démocratisation. C'est le découpage au départ qui a fait que ça n'a pas marché. Mais le découpage, en somme, mettait des populations, mais elles ne s'entendaient pas, elles ne traitaient pas ensemble. Sauf que la démocratie qui est arrivée dans les années 50, 60, a imposé, avec les indépendances, a imposé ce régime politique où les plus faibles en nombre du Nord dominaient avant ceux du Sud, et ceux du Sud, qui étaient complètement inféodés, n'avaient pas le pouvoir. Et avec le pouvoir, évidemment, un homme, une voix, évidemment, les plus nombreux l'ont emporté. Mais évidemment, c'est un conflit ethnique.
Et du coup, voilà, la démocratie ne peut pas fonctionner là-dedans. Donc l'occidentalisation de l'Afrique, c'est un problème qui est tragique. C'est pour ça et en plus, voilà, on va même pas corriger en fait au Mali cette question-là. On ne la corrige pas. C'est-à-dire qu'on entretient ça entre l'opposition entre le Nord et le Sud, et on entretient ça sous couvert, on met ça comme argument, et au final, il y a voilà, et Romain en parlera mieux que moi, il y a quelques intérêts évidemment énergétiques et autres au Mali, donc on y reviendra, mais c'est-à-dire que là, ouais, un certain coup de gueule là-dessus quand même. Maxime, tu voulais la parole? Je veux bien réagir à ça, à cette actualité. Bon, on n'a peut-être pas encore énormément de recul non plus, mais déjà, bon, dans un premier temps, je voulais aussi revenir sur la notion de djihad, parce que moi, bon, je veux pas faire de cours de théologie, puis je suis pas de confession musulmane, mais justement, ça serait intéressant qu'un musulman vienne ou par mail, je sais pas, nous explique un petit peu ce concept de djihad, parce que moi, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu échanger avec des musulmans, le djihad, ça a une toute autre signification à l'origine que cette espèce de conquête militaire pour conquérir, enfin comment dirais-je, pour convertir du mécréant, quoi. Le djihad, ça a une toute autre signification qui est bien plus spirituelle et qui a à voir avec chasser, je crois, le mal de son être, etc. Enfin, c'est une quête de sérénité intérieure, donc ça n'a rien de guerrier militaire à l'origine. Enfin, mais là, quelqu'un un musulman en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi. Mais déjà, c'est première remarque, c'est je trouve en fait qu'il y a une espèce d'islamophobie derrière tout ça d'emblée, quoi. Déjà rien que dans le discours et dans le paradigme dans lequel on s'inscrit. Ensuite, sur l'intervention de la France au Mali, je sais pas si tu as la vidéo YouTube là, déjà rien que sur la forme, sans même rentrer dans le fond du sujet, de voir un petit peu le manque de droiture de nos politiques. Donc il y a un extrait de François Hollande d'un de ses discours où il explique clairement qu'en aucune circonstance la France n'interviendra au Mali. Je sais pas si tu as la... Alors ça se passe pour sa conférence de presse qu'il avait donnée à la fin de l'année 2012, ouais. Et on l'écoute tout de suite. On n'entend pas là. On n'entend pas. Faut mettre plus fort. Alors. Mais en aucun cas. T'en remets au début. Logistiquement, avec aussi de la formation, cette préparation. Mais en aucun cas, la France n'interviendra elle-même au Mali. Parce que, là encore, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Je m'en suis expliqué dans un discours prononcé devant les députés du Sénégal pour dire que nous avions avec l'Afrique une relation et de confiance par rapport à ce qu'est l'avenir de ce continent et de respect. Et que si nous sommes aux côtés des Africains pour qu'ils puissent assumer leur propre développement et leur propre sécurité, ce sont eux et eux seuls qui en décident. Et ils l'ont montré. Je voudrais ici saluer cet engagement et cette prise de responsabilité par les présidents de ces pays de la CEDEAO. Petit problème d'élocution aussi, hein, c'est un peu long. Mais sur le fond, rien que ça, non mais déjà rien que ça devrait suffire à remettre sérieusement en doute l'intervention, quoi. Ça rappelle Sarkozy qui disait pendant sa candidature je m'engage à réduire le chômage à 5% pour avoir le plein emploi, coûte que coûte, machin, quoi qu'il arrive, quelles qu'en soient les circonstances. C'est bon. Et puis d'un point de vue aussi démocratique, je signale au passage quand même que la population française n'a pas vraiment à dire son mot. On nous explique qu'il faut nous serrer la ceinture quotidiennement, que les caisses sont vides, que c'est la crise, que tout le monde doit faire un effort. Or, je me souviens plus exactement des chiffres, mais c'est énorme. Chaque jour. Je crois que c'est 400 000, je suis pas sûr, mais je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Ouais, en tout cas, c'est des sommes colossales. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le prix de la guerre, le coût de l'intervention. 30 millions, on en est. On est à 30 millions. Voilà, c'est parce que pour l'instant, on est à 30 millions. Ça risque d'être un conflit durable parce qu'en réalité, si on s'attaque un petit peu au fond, la réalité c'est que moi je pense que le terrorisme n'est pas la cause du problème, c'est plutôt le prétexte. Et comme bien souvent, c'est-à-dire que maintenant on devrait commencer à s'habituer. On l'a vu en Afghanistan, en Irak, en Libye. Alors en Libye c'était quand même curieux, c'est que on a financé quand même et armé des groupes de mercenaires qui venaient de l'extérieur, qui venaient de l'étranger. Et ce sont précisément ces groupes-là, selon Thierry Messant, ce sont précisément ces groupes-là qu'aujourd'hui on cherche à combattre pour protéger l'intégrité territoriale du Mali. Donc, à un moment donné, les mêmes, on les finance, on les arme. De l'autre côté, on va les combattre pour combattre le terrorisme.
il y a quand même beaucoup d'incohérences dans tout ça. J'invite les auditeurs à regarder sur la page Facebook de Politiquement Incorrect. J'ai mis quelques vidéos. J'ai mis justement l'interview de Thierry Messant qui est assez courte. L'interview aussi de Pierre d'Ortiguier. Sur la radio francophone iranienne, donc c'est bien d'avoir un petit peu le point de vue aussi de la radio iranienne pour changer un peu de BFM. Et puis aussi l'intervention vidéo aussi, l'interview de Michel Collomb, qui est passé, je crois, aussi chez Tadei ce soir ou jamais, là, dans les derniers jours, en face d'ailleurs de Guénaud. Donc, bon, je crois que y a beaucoup de choses là à remettre en question. On cache aussi beaucoup les intérêts qu'il peut y avoir derrière. On sait que y a beaucoup de ressources de matières premières comme l'uranium. On sait qu'Areva est dans le coup, Bolloré, Bouygues. On a beaucoup de choses comme ça. Je vous laisserai découvrir Colomb. Qui en parle bien mieux que moi. Voilà. Mais j'en appelle à la prudence de chacun et un petit peu d'esprit critique, quoi. Justement, vous insistez pas mal sur les raisons cachées de cette intervention. Marc, tu parlais de France-Afrique. On peut peut-être revenir sur la notion. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique déjà ? La France-Afrique, c'est un terme qui a été inventé par Houphouët-Boigny, après repris par Verschave. Alors Houphouët-Boigny qui était le président ivoirien de 60 à 93. Oui, 93. Le premier président de la Côte d'Ivoire. Voilà, et qui a créé cette notion. Alors, il faut préciser que la notion de France-Afrique, au départ, chez Houphouët-Boigny, c'était quelque chose de positif. Au départ, on était vraiment dans une relation positive, la France-Afrique, l'aide, etc., la coopération, c'était vraiment cette idée-là qui était... Évidemment, c'est un côté politique qui donnait, c'est comme ce qu'avait créé De Gaulle, c'était la communauté franco-africaine, il me semble, non, je sais plus comment ça s'appelle, une communauté dans les années 60, je sais plus exactement le nom, c'était aussi l'idée d'une coopération, et voilà, Verschave a repris François-Xavier Verschave, je ne me trompe pas, a repris cette notion en disant, voilà, les sous-bassements et ce que ça voulait dire vraiment. Et maintenant, voilà, ce sont des relations de clientélisme qui se font, voilà, entre nos élites et les élites africaines. Et là, je citerai plusieurs analyses, notamment celle de Lugan. En fait, on est passé maintenant d'un paradigme durant la colonisation. En fait, on vendait les Noirs d'Afrique, les élites africaines vendaient. À travers la traite transatlantique, mais il y en a plusieurs, vendaient des hommes au départ, puis maintenant, en fait, dans le cas de la post-colonialité, on est resté dans un système où les élites noires ne vendent plus des hommes, mais vendent maintenant aux Occidentaux des richesses, des trucs comme ça. Donc en fait, on est dans un changement de paradigme maintenant, qui fait que ce sont les intérêts, et la France-Afrique, c'est ça, c'est les intérêts. De Gaulle qui a été inquiété, VGE qui disait moi je veux absolument réduire la France-Afrique, elle n'existera plus. On se souvient de l'affaire des diamants. Mitterrand c'était pareil, Chirac c'était pareil, qui était l'ami de pareil, d'Hassan II, etc. Il avait des relations de clientélisme qui ont permis d'avoir des prix sur le pétrole ou sur du gaz, etc. C'est ça la France-Afrique, c'est tout ce soubassement politique qui fait toutes les cases souterraines qui permettent de faire véhiculer des richesses, les rétrocommissions, les financements des partis politiques par l'Afrique, avec de l'argent, etc. C'est tout ça, c'est les affaires, voilà, que tout le monde sait, mais que évidemment quand on interroge un politique, il va vous demander, comme c'est Longuet qui l'a fait sur mots croisés, je sais pas ce que c'est. Alors évidemment, et pourquoi ce malaise finalement ? Parce qu'on a honte d'utiliser l'Afrique comme source de puits à énergie, puits de pétrole. C'est pas ça, c'est que voilà, maintenant on joue beaucoup sur l'Afrique, elle est quelque peu marginalisée sur le plan de la mondialisation, et les élites africaines ont évidemment intérêt, si elles veulent garder le pouvoir, à aussi, quand on voit l'affluence des Occidentaux sur la politique africaine, elles ont évidemment intérêt à traiter avec eux. Et puis c'est une relation un bon compromis, puisque au final les deux élites s'entendent, et puis ça garde la stabilité sur l'un sur l'autre. Et évidemment que politiquement parlant, la France-Afrique, c'est pas un terme qu'on a envie de parler. On n'a pas envie de dire tel gouverneur, tel président m'a donné tant d'argent pour financer ma campagne, tel machin m'a donné des diamants, tel machin m'a permis d'acheter du pétrole à bas prix, j'ai le soutien de machin, etc. Et là, et quand on voit que la France est censée être la figure de la démocratie, au sens large du terme, ce qui est censé être le truc le plus louable, on voit déjà les problèmes que ça pose en Afrique pour les questions ethniques, mais aussi quand on voit les relations qu'ils ont. Là, je voyais justement Hollande qui parle du Sénégal.
Sénégal, relation avec le Sénégal, on a eu un entretien, Sénégal, le pays le plus corrompu. On détourne l'argent de l'aide publique, etc. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que toutes ces réalités-là, on les connaît, c'est-à-dire que l'aide publique au développement, elle est totalement éparpillée, etc. Mais c'est pas grave, on garde les réseaux et au final les deux élites s'entendent et on fait passer des richesses. Et au Nigeria il y a des accords qui sont faits parce qu'il y a beaucoup de pétrole, au Tchad, en Angola, voilà. Et puis la question du Soudan n'est toujours pas réglée aussi. Voilà, les occidentaux au sens large du terme s'en préoccupent. Ah oui, il y a quand même des richesses dans le sud, 90% des richesses, ça pose des questions géopolitiques. Il va peut-être falloir intervenir. Voilà, dans plusieurs analyses on voit ça. Et voilà, c'est ça la France-Afrique, c'est voilà comment on a des intérêts qui sont là-bas et que voilà, là en plus on trouve on trouve des bonnes comment dirais-je, comme tu disais Maxime, des registres de légitimité au travers des conflits qui empêchent des prétextes voilà, qui permettent de renforcer ces relations de clientélisme entre les élites, c'est tout. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on cherche au Mali ou dans sa région? Bah, je Pourquoi crois on qu'il y va? Il y a de l'uranium. Il y a des bah, vas-y, mais je crois qu'il y a des entreprises. Je pense que déjà il y a Que tu as cité des il y a Areva, déjà Bouygues, il y a déjà des concrètement. matières premières. Le continent africain est quand même un continent qui est très riche en matières premières comme l'uranium qui est nécessaire pour le nucléaire. On a de l'or, on a de l'argent, on a du gaz. Je crois que c'est le Niger donc qui est juste frontalier avec le Mali, qui est le deuxième ou le troisième producteur d'uranium. Et c'est déjà sur ce territoire d'ailleurs qu'Areva exploite beaucoup et donc d'ailleurs dans des conditions d'extraction qui sont assez, d'un point de vue sanitaire, assez catastrophiques. On a beaucoup de cancers, pareil, on explose ça à l'explosif, tout ça. Je crois qu'en fait, ce qu'on peut appeler, enfin moi, comment je vois la France-Afrique, c'est la domination occidentale sur les pays africains, puisque l'Afrique est un réservoir de richesses naturelles très très important, et aussi le territoire, disons qui est le théâtre en fait de toutes les tensions géopolitiques aussi mondiales. Par exemple, on voit aussi que là, progressivement, la Chine défend ses intérêts en Afrique. Et donc, c'est-à-dire que les Africains, finalement, malgré eux, voient leur terre être le théâtre, voilà, des luttes entre pays, nations, régions du monde qui ne les concernent pas. Donc là, en fait, on a peut-être aussi la France qui cherche à maintenir un certain... Son précaré. Exactement, c'est ça, oui, son précaré, donc un terme typiquement colonial, pour justement faire valoir ses intérêts contre la concurrence en fait chinoise. Je crois qu'il y a tout ça aussi qui se joue. Donc le terrorisme dans tout ça. En fait, c'est le recours à la plus grande France dont on Le parlait, terrorisme, c'est pour convaincre la ménagère et pour lui faire peur, je crois. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres intérêts de notre nature. J'aimerais donner aussi la parole à Romain, qui est quand même l'expert énergie de cette émission. Donc, aussi ton point de vue sur ces questions énergétiques en Afrique de l'Ouest. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Voilà, avec toute cette légitimité qui est discutable. Pour plusieurs raisons. Voilà, pour la promesse entre guillemets de François Hollande de ne jamais intervenir là-bas, et puis soudainement, sans qu'on en ait jamais entendu parler, sans que personne soit consulté du jour au lendemain. Enfin, moi, je sais que je l'ai appris très soudainement quand on était en guerre avec le Mali. J'ai dit ah bon, ok. Ça, et puis voilà, on y va un peu. J'ai l'impression qu'on est un peu en train, voilà, de protéger notre étagère de ressources qui est l'Afrique. C'est-à-dire que voilà, on va se battre pour, donc voilà, comme tu l'avais dit, donc il y a beaucoup d'uranium. C'est des gisements pour lesquels soit Areva est déjà là-bas, soit Areva se bat depuis longtemps. Je sais qu'il y en a un au Mali pour lequel Areva se bat depuis 20 ans, du temps où ça s'appelait encore Kogema. Il y a des gisements d'or qui sont utilisés par Bouygues. Il y a de l'argent. Et voilà, il y a du gaz, du pétrole, notamment juste au-dessus en Algérie. C'est vraiment, on sent que là-bas il y a énormément de choses qui nous intéressent, donc on va clairement là-bas pour protéger nos intérêts, et puis voilà, c'est un peu dégoûtant qu'on fasse passer ça pour la protection contre l'islamisme, un peu voilà, contre cette bête qu'on a créée et qui finalement, enfin qu'on a créée nous-mêmes au final, Comment ça avec comme disait Marc, voilà, entre les frontières qui sont venues tout bouleverser, l'apport de notre modèle démocratique et occidental qu'on pense parfait, mieux que les autres, et qui ne convient absolument pas au précédent modèle qui était là en Afrique. Enfin, je veux dire, du coup, et en fournissant des armes
à des islamistes qui, voilà, une fois sont nos ennemis, une fois sont nos amis. On est un peu, voilà, comme tu disais, pompier pyromane voilà, on va éteindre le feu qu'on a créé nous-mêmes, quoi. Donc moi, voilà, ça me répugne un peu ce truc complètement démago. Ouais, et puis même en dehors de ça, il y a aussi le fait qu'on ait systématiquement abattu des leaders africains qui avaient la volonté justement de redistribuer l'argent justement de tirer de l'exploitation directement dans les, enfin auprès de la population. C'est par exemple le cas de Thomas Sankara, je crois que c'était au Burkina Faso, ou de Lumumba au Congo. Et en fait, Lumumba qui a été assassiné par les autorités, on appelle ça l'équivalent de la CIA, les services de renseignement, tout ça, belge. Et donc on voit en fait que il y a cette espèce d'hypocrisie où on prétend vouloir aider au développement de l'Afrique. Puis en réalité, quand sur le terrain, il y a des leaders qui cherchent réellement à s'émanciper, ce qui était le cas aussi d'ailleurs de Kadhafi, quoi qu'on en dise, il avait quand même fait tout pour justement essayer de sortir sa population justement de l'hégémonie occidentale. Il avait, je crois, mis en orbite un satellite justement pour les télécommunications. Avec l'Algérie, c'était aussi un financier. Il proposait justement le financement de certains projets africains pour que ça n'oblige pas ces derniers à passer par le FMI ou par la Banque mondiale, dont on sait maintenant on a quand même le recul. On voit que leur action est quand même pas forcément des plus bénéfiques pour ces pays-là, compte tenu de leur niveau de développement ou d'endettement ou même de richesse et d'accès aux soins ou à la nourriture simplement. Marc, pour finir ce tour de table. Oui, j'ai parlé de la France-Afrique, j'ai oublié de citer quand même l'homme clé qui est Jacques Foccart, donc le monsieur Afrique de Gaulle. Et en fait, j'avais parlé de la semaine dernière des guerres secrètes de l'OTAN, là je pourrais très bien parler des guerres secrètes de la France menées en Afrique justement, dans la mesure où Jacques Foccart a fait éliminer tous ceux qui le dérangeaient. Umniombe par exemple, dans les Bas-Mikélé du Sud, il y a eu quelques révoltes, ils se sont fait dévastés par l'armée française, évidemment couverts, c'est-à-dire qu'on met des gens, après quand le gouvernement s'est effondré, on a mis des gens formés par la France, toi tu vas te mettre là, etc. Puis ce sera le nouveau futur directeur de Elf, donc vous voyez qu'il y a quand même des petits trucs à savoir là-dessus, quoi. Dans l'actualité africaine, on a aussi l'Algérie, la prise d'otages dans un complexe gazier. Donc là encore, on a toute l'importance de l'énergie, du gaz. On sait que ce complexe produit 10% de la production du pays. Donc comment on peut, dans ce contexte de guerre en Afrique par certains occidentaux, comment la France peut se positionner face toujours à cet islamisme? Est-ce que c'est encore un prétexte ou est-ce que là vraiment on peut intervenir? Ou a-t-on bien fait de laisser l'armée algérienne intervenir et avec les dégâts que l'on connaît? Marc, pour commencer. Moi, parce que je vois. Bon, sur cette question, c'est vrai que là, c'est un petit peu à chaud et la réponse est assez difficile, surtout que l'Algérie, c'est quand même le dossier le plus sombre de l'armée de la France. C'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a pas d'avis tranché. Et donc, du coup, là, je citerai cet ouvrage que j'ai lu maintenant en une semaine pour me faire plaisir et puis que c'est bien. Donc, le livre de Louis Sagoun, qui est La colonie française en Algérie, 200 ans d'Inavoua, Brapine et Pécula. Donc, qui est un ouvrage riche totalement et qui nous montre que évidemment dans le cas de l'actualité algérienne, la France maintenant, elle ne peut pas dire la vérité parce qu'avec les abominations qui se sont passées, etc. Mais ça reste toujours dans un langage très colonial, son précaré. Il faut pas perdre l'Algérie et d'un point de vue énergétique, on essaye de pas perdre l'Algérie. Et en fait, là, on peut aussi parler justement, l'auteur parle d'une France-Algérie, pas dans ce bouquin-là, dans un autre, mais il en parle un petit peu. Et dans cette mesure, on voit toute l'importance que revêt ces questions énergétiques. Tu parlais de l'électricité, on peut parler aussi... Je parlais du gaz. Du gaz, pardon, excuse-moi, mais on peut parler d'électricité parce qu'il y a beaucoup d'usines là-bas qui, avec l'eau, font beaucoup d'électricité. Je me demande si c'est pas Areva qui est aussi là-bas. Il y a à peu près 27 bases là-bas. Il y en a aussi en Arabie Saoudite, enfin, c'est une autre question, mais il y en a beaucoup. Et au final, on se rend compte que la minorité domine aussi la richesse, et c'était pareil après la guerre, après l'indépendance, et au final, cette question de la France-Afrique se retrouve pleinement là-dedans. Et dans la question, donc justement, ta question, on va répondre peut-être, ça serait peut-être bien quand même au bout d'un moment.
J'aurais pas d'avis tranché, mais le problème c'est que la France, là, elle aurait, à mon avis, enfin, quand on voit ce qui s'est passé plutôt avec le drame justement de ce qui s'est enfin, avec ce qui s'est passé, dont l'auteur nous dit que toute intervention française qui serait là-bas serait une erreur totale, parce que ça pourrait faire remonter certains dossiers très 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 sombres que les gouvernements ont entériné peu à peu dans, enfin, je sais pas si on peut appeler ça les archives nationales de l'Algérie, mais en tout cas des archives qui ne sortent pas. Et donc il y a quand même un certain lien qui lie encore les deux pays qui fait que les relations entre les deux sont extrêmement tendues et la moindre intervention pourrait faire paraître une bombe, quoi. Donc, amusez-vous avec ça. Oui, donc c'est un gros dossier, C'est un énorme dossier. dans tous les sens du terme, du coup. Oui, c'est pas faux. Donc il vaut mieux le cacher, mais finalement ça pose quand même la question des otages, de toute cette pratique d'Al-Qaïda qu'on veut ou non mettre en valeur, mais y a-t-il une bonne solution face à ces prises d'otages qui mettent quand même voilà, en porte-à-faux des populations locales et des populations aussi occidentales dans ces complexes, notamment gaziers? Est-ce qu'on peut vraiment résoudre cette question-là? Moi je pense, je te dis, Est-ce que la France aurait une certaine légitimité là-dedans? le problème, c'est que la France, je t'ai dit, elle peut pas, elle aurait pas de légitimité. L'indépendance est arrivée. On essaye justement de sortir de cette relation qui, si on ressort le dossier, ça va faire exploser la France, parce qu'évidemment, en fait, le problème de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas une histoire toute tracée qui est dite, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça reste toujours un petit peu alambiqué, des petits chemins qui se prennent comme ça, etc. Et là, la France, vraiment, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est tragique ce qui est en train de se passer, on en est tous conscients. Mais le problème, c'est que là, la France, là aussi sur la question des intérêts, prend aussi évidemment ses intérêts en considération. Je disais justement qu'au sortir de la guerre, il y avait trois auteurs principaux qui dominaient en termes de le pays, en termes de gouvernement, qui étaient à la fois Blanchette, Chiafino et Borjo. Et en fait, cette principe de gouvernement, enfin de déploiement du gouvernement déployé en Algérie, ça a perduré. Il y a eu des massacres terribles. Et là, je citerai justement, voilà, lors de l'indépendance, le massacre d'Oran. Et là, il faut lire l'excellent ouvrage de Jean Monneret sur la question. Donc, Oran, juillet 62, si je me souviens bien. Voilà. On le mettra sur le site. Voilà, attends, je vais quand même. Oui, Jean Monneret, donc la tragédie oubliée, Oran, juillet 72, c'est à l'époque justement on disait la valise ou le cercueil pour ce qui concernait les pieds FLN. noirs, voilà, mais c'était voilà les pieds noirs qui devaient se barrer, etc. Et toutes les populations, les harkis qui on savait pas ce qu'on en faisait, et puis voilà, comme De Gaulle disait, je veux pas que la France se bougnoulise, on va laisser les harkis là-bas. Donc voilà, c'est cette question-là. Et il y a tellement d'affaires sombres. La question de Rand, on n'en parle jamais. Il y a eu d'autres tragédies qui se sont passées, bien évidemment, pendant ça. Après, pendant les années 80, ça a été aussi un drame. Donc, le problème, là, la France, enfin, ce régime, d'un point de vue légal, elle pourrait, mais d'un point de vue légitime, pas du tout, parce que elle conserve ses intérêts, et ses intérêts, c'est justement de ne pas faire exploser tous les dossiers d'inavouables, comme le dit Agoun sur la question. Et là, on peut pas parler de l'Algérie. L'Algérie, c'est un dossier qui, pour l'instant, est clos. Faut pas en parler. C'est un dossier très sombre. C'est pour ça qu'on voit très bien qu'il n'y a eu aucune prise de position qui est faite. Au Mali, c'est facile. Clac, c'est brille. Allez, on intervient tout de suite. Que là, on voit que ça se décide pas. La décision était quand même beaucoup plus rapide. Et quand Hollande dit que la guerre du Mali s'est décidée bien avant, qu'on l'a bien évidemment préparée, c'est une bêtise. C'est dire que nos armées sont là, sont prêtes, et si jamais on leur dit vous y allez, elles y vont. Donc dans l'Algérie, s'il y avait vraiment ça à faire, là c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas vraiment de combat entre deux populations. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Voilà, c'est pas la question. Mais si vraiment on voulait prendre ça en considération, on pourrait, quoi. Mais on peut pas. Pour avoir un regard plus précis, non, pardon, plus large, excusez-moi, sur l'Afrique en général, pour revenir sur cette notion de France-Afrique, est-ce que la France et les pays européens et occidentaux plus largement n'auront jamais de légitimité à agir et à intervenir militairement en Afrique? Maxime, par exemple. Moi, je me suis souvent prononcé contre le droit d'ingérence, parce que c'est un peu ça dont tu parles. Le fait d'intervenir militairement, je crois qu'il y a une forme d'humilité qu'on se doit d'avoir et qui est de comprendre que malgré le fait que nous soyons tous des homo sapiens sapiens, selon les régions du monde où on est installé, on n'a pas les mêmes coutumes, forcément les mêmes religions, et au final le même logiciel de pensée, quoi. On n'a pas les mêmes catégories de pensée, etc. Donc déjà l'idée
de penser que la démocratie est le modèle universel qui serait voilà, idéal pour tout, et puis qu'on va en plus installer à coups de bombe et enfin bon, je vois pas trop. Je crois que c'était Robespierre qui disait je me rappelle plus exactement de sa phrase précise. Par exemple, il disait que les étrangers n'aimaient pas trop les missionnaires armés, quoi. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc on va faire un peu comme les religieux, mais en version militaire. C'est-à-dire, si on veut convaincre des populations du bien fondé d'un modèle de régime, de gouvernement, etc., je suis pas sûr que la technique de la guerre soit la meilleure façon de les convaincre, quoi. Et même quand ces populations en question sont armées. Mais, je pense pas que là, dans le cas du Mali par exemple, il y ait une réelle menace qui plane sur l'Europe, sur la France. Je sais plus qui, je crois que c'est le ministre de la Défense qui nous expliquait que le terrorisme était à nos portes et qu'il avait fallu agir dans l'urgence parce que bon, en gros on risquait, je sais pas, une troisième guerre mondiale ou j'en sais rien, mais comme si ça avait l'air d'être très grave, donc ça a été très précipité. On a renforcé le plan Vigipirate, je crois, non, c'est ça? Ouais, je crois que on l'a renforcé. Je crois que tout ça, c'est un peu du spectacle. Moi, j'identifie vraiment la méthode de l'Empire pour nous désigner des ennemis par l'attaque sous faux drapeau, comme le 11 septembre. Oui, l'Empire, c'est-à-dire justement ces tenants ces dominants, nos maîtres, qui décident un petit peu de la marche du monde. Et voilà, ils aiment bien pratiquer ça, l'attaque sous faux drapeau. Donc c'est-à-dire comme le 11 septembre par exemple, où on crée effectivement de toutes pièces un attentat, et puis on fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ça permet de justifier justement des actions ensuite, c'est-à-dire que ça sert de prétexte. Là, dans notre époque, on a décidé que ça allait être l'islamisme et le terrorisme, voilà, l'ennemi numéro un, et c'est cet ennemi numéro un qui permet de légitimer des guerres qui servent des intérêts qui n'ont rien à voir. Et il faudrait je pense que les gens ouvrent les yeux là-dessus pour se dire qu'en fait nous sommes quand même dans un pays qui fait partie à son niveau en fait de cet empire, puisqu'il fait plutôt partie des dominants, même s'il y a quelque chose d'un peu plus complexe. On verra que même au sein de cet empire nous sommes aussi nous Français dominés par l'Union européenne, dominés par les intérêts américains, voire israéliens aussi d'une certaine mesure. Mais en tout cas là on parle des Africains, le continent africain qui est certainement dans l'histoire le continent le plus qui a le moins rayonné de par sa puissance politique, quoi. C'est qui a été qui a plus souvent subi qu'agi, quoi. Même là on le voit avec la mondialisation, etc. On voit qu'il subit la mondialisation, il n'en est pas acteur, alors que c'est un territoire qui est très très riche. Donc bon voilà, moi je crois que on crée des problèmes plus qu'on en résout. Oui, je crois que sous couvert de droit d'ingérence et d'un but qui serait humaniste, d'aller sauver des populations, on joue sur le sentimentalisme, là, de vouloir faire pleurer dans les chaumières, regardez, il y a des morts, etc. En réalité, on justifie des guerres qui sont autrement plus dramatiques, autrement plus catastrophiques. Et je pense que chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. Et en réalité, si on avait laissé certains leaders africains prendre le pouvoir, émerger, ou les laisser au pouvoir, le continent africain se serait développé autrement. Et puis il n'y a pas de modèle de développement idéal. Voilà. Je pense que ce n'est pas à nous, Français, de décider du développement d'Africains ou même d'autres pays. Même on n'a pas le droit de décider non plus du sort des Américains. Je sais plus on se prononçait par exemple sur le port d'armes. C'est pareil, moi j'ai pas à me prononcer, à militer pour ou contre le port d'armes aux États-Unis, quoi. C'est pas mon problème, c'est le quotidien des Américains, c'est pas le mien. Ils ont leur logiciel de pensée, j'ai le mien. De même que ça m'emmerde quand on vient aussi se permettre de dire comment les Français doivent se comporter. Voilà, c'est à nous de décider. Juste, oui, dans le cas de l'Afrique, où justement, je pense que si beaucoup disent que l'Afrique est un acteur de la mondialisation, c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question. Alors de là à dénigrer sa part de la mondialisation, je dirais peut-être pas, mais c'est vrai qu'il est totalement aux marges, en bas de peloton, pardon. Et voilà, il y a beaucoup de PMA, il y a 33 PMA en Afrique subsaharienne, donc c'est vraiment un pays qui est quand même assez... Sur 48 je crois.
Sur 51. Sur 51. Et donc, enfin, c'est pareil. pas beaucoup mieux. C'est Ouais, pas bah, en beaucoup tout cas, mieux, c'est concentré en Afrique. Voilà, quoi. c'est ça l'idée. c'est moins concentré en Afrique et voilà, la question est telle que c'est bien cette position-là qui fait que la colonie, enfin, justement, je prends la colonie française, mais on va dire la France et les autres puissances se servent de ce continent pauvre justement pour faire venir. Alors évidemment, maintenant l'Afrique, pour beaucoup d'élites africaines, n'intéresse plus, donc il y a ce phénomène de brainstorming où les élites s'en vont principalement par le biais de la fuite des cerveaux. fuite des c'est, cerveaux. brain draining. Voilà, brainstorming. décidément, même quand j'essaie de faire de l'anglais, j'arrive pas. Putain. Non mais voilà, pas français. Fuite Voilà, des cerveaux. Fuite des cerveaux, voilà. Alors après, ça évite, voilà, après des grands groupes internationaux, par le phénomène du, je vais le dire, land grabbing. J'espère que je me suis pas trompé ce coup-ci. Bon, L'accaparement des terres. L'accaparement des terres. Voilà, on voit Madagascar, Daïwo, Burkina Faso, par exemple, alors ça c'est intéressant, Burkina Faso. Vous avez énormément de terres, des milliers d'hectares, qui sont achetés par des entreprises qui ont leur siège social en île Maurice. Oui, quand même, la suprématie des entreprises, quand même sur le pays, qui achètent enfin, c'est hallucinant, et je renverrai encore à Lugane pour une fois. Et juste, moi ce qui m'intéresse dans cette relation entre le Mali et l'Algérie, c'est qu'au Mali, ça va très vite, et comme en Algérie, on voit que c'est un dossier qui quand même ne sent pas très bon, eh bien, on occulte et on tarde à prendre des décisions, on ne sait pas où on en est, alors qu'on a l'impression que l'Afrique subsaharienne, voilà, c'est assez simple à résoudre. Moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que voilà, les dossiers qui sont pas, on sent que ça va pas, on va pas y aller du tout. Et voilà, et le Mali, par contre, qui est un pays, voilà, on connaît la source du problème. Voilà, on a un problème qu'on a nous-mêmes créé. Quand je dis nous, c'est bien évidemment nos anciennes élites. Eh bien, on règle pas le problème et on cherche à s'accaparer des biens, etc., des richesses, et c'est là que c'est terrible. Et voilà, il y a aucun registre de légitimité là-dedans, quoi. C'est n'importe quoi. Et je voudrais juste dire un truc sur le cas de la France-Afrique, juste pour terminer, c'est que l'importance de la France-Afrique, c'est de bien préciser que ça va contre toute idéologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche et de droite. Voilà, la France-Afrique, ça concerne les deux. Ça concerne la droite, la gauche, ça concerne les extrêmes, etc. Ça concerne exactement tout le monde. On est passé de Pasqua, on est passé de Mitterrand, souvenons-nous de l'affaire Messili, où voilà, Messili qui était quand même membre de l'armée de libération nationale, qui s'est engagé dans la guerre, de libération de l'Algérie, et qui au final s'est fait assassiner. Apparemment Mitterrand serait dans le coup pour protéger quelques intérêts en Algérie parce qu'il cette personne la dérangeait. Pasqua a repris le flambeau, Chirac c'était la même chose. Donc ouais, et voilà, ou comme dirait Maxime, où sont les convictions? En tout cas, dans la France-Afrique, voilà, les convictions, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était, on peut pas dire apolitique, mais à idéologie, je sais pas si on pourrait employer le terme. Et voilà, l'Algérie, c'est vraiment une bombe. Si on cherchait vraiment à définir tout ce qui s'était passé, ça serait une bombe. Et ça ferait exploser la France. Enfin, une bonne partie des relations étrangères françaises. Voilà, donc voilà. Pour finir, revenons un petit peu sur le Mali. Vous parliez d'un constat assez catastrophique aussi, de PMA. Le Mali est un PMA et donc son État est très pauvre par extension. Alors, est-il en mesure de répondre à ces insurrections, à ces révoltes qui drainent son pays, qui touchent à l'intérieur même de son pays? Est-ce que l'armée malienne se suffit à elle-même dans ses combats intérieurs? Ben non, parce que de toute façon, depuis 60, date où voilà, la première démocratie 61 peut-être, s'est mise en place, de toute façon, le Mali est en guerre. C'est-à-dire que il y a eu quand même l'armée du Sud a voulu intégrer les Noirs, les populations du Sahel, enfin du côté du Sahel. À chaque fois, elles se sont fait balayer. À chaque fois, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont en guerre. Donc évidemment que non, il n'y a pas. Mais voilà, évidemment que non, elle ne se suffit pas à elle-même. Mais elle ne se suffit pas à elle-même dans un processus qui a été créé, non pas par eux, mais par nous. C'est-à-dire elles n'arrivent pas à s'entendre dans un processus qui a totalement dépendu, non pas de leur histoire dans la longue durée, mais bien de l'histoire, de l'influence de l'Europe, et d'un système politique inadapté dans ce contexte. Donc évidemment elle ne peut rien faire, mais si elle ne peut rien faire, c'est bien pas à cause d'elle, les populations, c'est bien à cause de nous, c'est bien à cause de cette question de la démocratie, c'est bien à cause de des réalités ethniques qu'on prend pas en compte, et donc de toute façon, alors Lugane lui prônera justement une séparation
entre les ethnies. Alors, évidemment, tout le monde crie à l'apartheid. Voilà, une séparation entre les ethnies. On va avoir les Nord, les Touaregs du Nord. On va les mettre, on va séparer. Après, il y aura les populations du Sud. Donc, en fait, on va diviser. Et puis là, voilà, c'est facile, hein, de toute façon. Au-dessus du golfe de Guinée, vous tracez une ligne horizontale et vous avez facilement les pays, pratiquement la Côte d'Ivoire, qui sont séparés entre le nord et le sud. Entre un nord plutôt musulman et un sud plutôt, chrétien. Et donc c'est ces oppositions. Mais là, c'est plus religieux qu'ethnique, du coup. Oui, là, non, mais c'est plus religieux qu'ethnique, mais chaque religion revêt un sens ethnique. C'est-à-dire que chaque religion dépend de l'ethnicité de la personne. C'est-à-dire qu'un groupe ethnique s'identifie d'abord. Un individu, ça s'identifie au groupe et le groupe s'identifie à une religion particulière. C'est-à-dire que les populations qui sont partagées entre musulmans, entre christianisme et islam, sont totalement opposées éthiquement. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes populations, ce sont vraiment ethniquement différentes populations. Et donc cette différence ethnique explique cette opposition. Donc c'est-à-dire que là, on ne peut pas créer. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne marche pas, justement. Donc arrêtons de dire faut les aider parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Oui, ils se sont pas entendus justement parce que vous leur avez imposé un système politique qui leur convient pas du tout, notamment d'un point de vue ethnique. Merci messieurs. On rappellera qu'on est bien sûr sur Facebook, comme l'a très bien signalé Maxime, où on est assez actif. On poste des vidéos que vous pouvez regarder, que vous pouvez commenter évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'on a un peu de temps ou pas là pour mettre une vidéo juste pour la fin, quoi? Juste pour mettre. Ouais, ce qui va durer une petite dizaine de minutes, mais je pense que ça, pour résumer un peu ce qu'on dit, et on pourrait mettre l'intervention d'un député belge, je crois qu'il s'appelle Laurent Louis, que j'ai mis sur Facebook, et c'est une intervention qui est vraiment extraordinaire. Alors, très très courageuse et justement qui parle un peu de tout ça. Donc je sais pas s'il a le temps que. Alors le temps ne le permet pas puisqu'il y a une émission après. Ah d'accord. Et que donc il faut que chacun allez se mette en voir place. sur le. Mais voilà, ça sera une occasion pour vous, si vous ne le faites pas déjà, d'aller sur Facebook pour des bonnes raisons cette fois, pour aller sur la page de Politiquement Incorrect et de consulter cette vidéo d'un député belge, je le rappelle, et qui commente et critique l'intervention occidentale au Mali. Et voilà l'occasion pour vous de la commenter évidemment et de rentrer en contact avec nous, puisqu'on est très ouvert. Vous nous retrouverez également sur Twitter pour là une intervention plus courte, avec seulement des caractères limités, mais on est tout autant actif. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine en chair et en os, de manière audio et de manière vidéo aussi. Et voilà, vous pouvez voir nos chers chroniqueurs tout à fait actifs. Et puis, on vous souhaite une excellente semaine. Tout de suite, ou du moins dans 30 minutes, retrouvez la Minute Tazon qui reprend pour cette saison pour commenter ce qu'ils n'ont pas pu commenter de ces 6 derniers mois, puisqu'ils étaient absents. Ils reviennent très en forme, on le suppose, et on l'espère, pour vous commenter notamment les errements du Gangnam Style, que Maxime aime tant, ou encore le flow de Lisa Monet. Ah, moi, c'est pas trop mon truc. Enfin bon. C'est génial pourtant. Ah, si tu savais. Tu t'élèves vers ce genre de musique, tu vois. Point de coréen pour finir. Hein, je vous le dirai en français, très bonne soirée et à la semaine prochaine. Toujours le jeudi à 18h30 jusqu'à 20h et nous serons ponctuels. Si je peux juste rajouter un petit truc juste pour mon sujet, vu que j'ai dû le faire assez rapidement, s'il y a des gens que ça intéresse vraiment, on pourrait peut-être mettre des liens vers des sites intéressants sur le site, ou au moins vers ma propre bibliographie, des livres que j'ai lus sur le sujet, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, parce que c'est un sujet très, très intéressant. Voilà, vous retrouverez dès la fin de semaine. Sur Facebook, hein. Dès la fin de semaine, Facebook. on mettra tout sur Facebook, sur le site internet et aussi sur le Twitter. Donc restez connectés, vous aurez toutes les informations pour revenir sur ce qui a été dit, pour approfondir et puis pour vous aussi apporter votre grain de sel. Allez, très bonne soirée, au revoir.